Bonjour à tous. Donc, je vous ai montré la vidéo de mon record du monde à 150 mètres que j'ai effectué à Sharm en Égypte. Donc, ce record a été effectué dans l'une des spécialités de ce sport, l'apnée de profondeur. C'est l'une des catégories donc l'apnée, c'est en fait retenir sa respiration et descendre l'air en fait et effectuer une profondeur donnée, remonter à la surface. Que ce soit en poids constant ou en poids variable. Donc, le poids constant, c'est-à-dire qu'on utilise son propre poids, pardon. Donc, on descend et on remonte le long d'un filin, le long d'une corde, soit à la nage, soit en tirant sur la corde, soit sans palme. Et dans le poids variable, ce que j'ai effectué vidéo. Donc, il s'agit de descendre de manière assise avec une gueuse, avec un poids, la laisser au fond et remonter donc remonter le long du filin à la monopalme, comme vous l'avez vu. Dans ce cas précis, donc j'ai atteint la profondeur de 150 mètres. Le record précédent, il était de 146 mètres, qui a été effectué en 2016 par un apnéiste grec. Et donc j'ai décidé de la mais en fait, c'est le résultat aussi des 15 dernières années d'entraînement et d'expérience professionnelle dans ce sport de haut niveau qui est l'apnée professionnelle, l'apnée de profondeur. Donc, dans l'apnée, en fait, bon, comme vous savez, il faut retenir sa respiration et couvrir une certaine distance sous l'eau. Donc, il y a plusieurs difficultés qui s'imposent. Bon, la première, évidemment, c'est le fait de ne pas respirer. Et l'autre difficulté, c'est la pression qui est exercée sur le corps à ces profondeurs-là, qui est très importante. Donc, le corps humain n'est pas fait naturellement pour supporter ce genre de pression. Mais à travers un entraînement spécifique, à travers un entraînement physique, physiologique, mental et de respiration, on va en parler un peu plus tard, et ben on arrive à repousser les limites du corps humain et on arrive à dépasser, si vous voulez, ces limites et à s'adapter à ces conditions extrêmes qui sont le manque d'oxygène, la pression, comme je vous le disais, et l'augmentation du CO2, parce que comme on ne respire pas, donc, il y a une production de CO2 qui va en augmentant dans le corps et ça produit beaucoup de choses au niveau mental, et au niveau psychologique et aussi au niveau physique. Donc, toutes ces choses en fait sont liées à l'augmentation du CO2. Et il y a une autre chose assez importante aussi qui est ressentie lors de ce genre de plongée. Et il s'agit de la narcose où il reste des profondeurs, comme on l'appelle en plongée bouteille. Alors en apnée, elle existe aussi. Elle est un peu différente. C'est en fait une espèce d'état narcotique, si vous voulez, un état second dans lequel on se trouve lorsqu'on plonge à ces profondeurs, et aussi à la remontée, contrairement à la plongée bouteille. Donc la plongée en apnée, elle est liée aussi au taux de CO2 dans le corps. Et comme le CO2 va en augmentant, même lorsqu'on remonte vers la surface, eh ben, la narcose va augmenter aussi et ça va produire beaucoup de choses en fait sur le cerveau, au niveau du cerveau. On peut même avoir des hallucinations parfois, on peut avoir une perception différente du temps. On peut commettre certaines erreurs dans la plongée et d'ailleurs durant les entraînements avant la tentative officielle, j'ai en fait eu quelques échecs, j'ai eu plusieurs mauvaises plongées dans lesquelles la narcose était tellement forte que j'avais fait des erreurs au niveau du protocole de surface. Donc juste pour vous expliquer un petit peu rapidement et simplement ce qui se passe lorsqu'on arrive en surface après avoir terminé la plongée, pour pouvoir valider la plongée et pour que les juges acceptent, en fait, valident cette profondeur, cette performance, il faut réaliser un protocole de surface, c'est-à-dire retirer l'équipement facial, que ce soit les lunettes, le pince-nez ou le masque. Ensuite, faire ce signe et dire « I'm OK » en anglais et dans cet ordre, 1, 2, 3, en moins de 15 secondes. Donc ça a l'air tout simple, mais en fait, après une performance comme celle que vous venez de voir, on peut être sous l'effet de la narcose, justement. On peut être sous l'effet de l'hypoxie aussi, le manque d'oxygène. L'effet de l'effort physique aussi lors de la remontée. Et donc, ce protocole peut devenir difficile. Et en fait, c'est une condition sine qua non et c'est une manière de vérifier que la personne est en bonne condition physique et mentale.
Et si on n'arrive pas à le faire, même s'il s'agit d'une petite erreur, même si on a une vague qui touche notre bouche et on remet la bouche dans l'eau, eh ben la personne, l'athlète, va être disqualifiée. Donc j'ai travaillé beaucoup sur ce protocole pour ne pas euh, refaire ce genre d'erreur à la tentative officielle. Il faut savoir que la profondeur 150 mètres, cette profondeur, je l'ai réalisée 2 fois déjà en entraînement, dans les semaines et les jours qui précèdent la tentative officielle. Et ensuite, donc, j'ai retenté en conditions officielles, ce qui rend la chose évidemment beaucoup plus difficile et beaucoup plus stressante. Alors, on va parler justement du stress, de la gestion du stress. C'est l'une des choses en fait les plus difficiles dans ce sport, dans l'apnée, parce que même si c'est considéré comme étant un sport extrême et une activité qui a évidemment quelques risques, en fait, c'est assez loin dans la pratique je dirais, en fait, des processus qui se passent lors d'un sport extrême. Par exemple, si on prend le base jump ou le wingsuit ou même des sports classiques tels que la natation ou l'athlétisme, il y a toujours une présence d'adrénaline, d'un état d'esprit où où on veut, où on est en train donc de s'encourager nous-mêmes et d'essayer de nous pousser à franchir les barrières et les limites. En apnée profonde, c'est en fait totalement le contraire. C'est vraiment l'opposé qu'on cherche à avoir. Donc, dans les minutes, par exemple, avant la plongée, je ne sais pas si vous avez pu le voir dans la vidéo, mais j'essaye de me préparer mentalement, psychologiquement. J'essaye d'oxygéner le corps le plus possible, le mieux possible. Et en fait, d'être le plus calme et le plus détendu possible. Parce que le stress, ça consomme énormément d'oxygène. Il faut savoir que le cerveau consomme aux alentours de 20% de l'oxygène du corps, de l'être humain. Donc, toute activité est nécessaire du cerveau et bien sûr le stress ou les nerfs ou être inquiet ou préoccupé ou penser à des trucs un peu stressants, et ben ça va nous faire consommer énormément d'oxygène et ça va nous faire perdre euh, peut-être la plongée. Donc, si on consomme plus d'oxygène, il y a un risque d'épuiser les ressources d'oxygène du corps et d'arriver à ce qu'on appelle la syncope ou le blackout en anglais, c'est-à-dire la perte de connaissance par hypoxie. Donc, c'est un accident qui peut avoir des conséquences graves et c'est quelque chose qu'on doit éviter à tout moment. Dans ce sport, il y a aussi un côté sécurité extrêmement important, très très carré. Donc, on est à tout moment, en fait, notre priorité numéro 1, c'est la sécurité, c'est la sécu. Donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, il y a toute une équipe derrière nous. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien, il y a une équipe de 10 personnes, même un peu plus, entre 10 et 14 personnes, qui s'occupent de ma sécurité et de s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc, il y a bien sûr deux médecins en fait présents. Il y a un médecin et un médecin hyperbar. Il y a une équipe de 4 plongeurs de sécurité. Donc, c'est les plongeurs qui descendent à une profondeur de 60 mètres pour venir m'accompagner lors des derniers mètres avant la surface, avant d'arriver à la surface. Il y a un chef de sécurité qui gère un peu tout ça, un leader sur la plateforme, qui est aussi en contact permanent avec l'hôpital, avec la chambre hyperbar, avec l'ambulance, avec le bateau le Zodiac d'évacuation. Donc c'est toute une chaîne, tout un processus d'évacuation, tout un système qui a été mis en place pour que je puisse réaliser le record dans les meilleures conditions possibles. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle bien sûr la gestion des risques. Donc en apnée, comme dans toute autre activité à risque, on va le dire, on a une checklist de risques, de choses qui peuvent arriver. Et donc, bien sûr, l'expérience de l'équipe de sécurité joue énormément. C'est une équipe extrêmement bien préparée et expérimentée, et qui a donc l'expérience de ce genre de tentative profonde. Donc, ils savent exactement ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer, et comment résoudre chaque problème. Donc, dans la checklist, on énumère les risques et on donne une solution à chaque risque. Donc déjà, le fait de contrôler les risques, d'avoir une solution et de connaître tous ces risques, ça diminue énormément le facteur stress. Donc ça, c'est la première manière et c'est la première façon de diminuer le stress. Lorsque je sais ce que je suis en train de faire, que je connais les risques et que j'ai une solution pour chaque risque, eh bien ça diminue énormément le stress, et bien sûr, ça me donne confiance en moi et confiance aussi en la logistique et
et les personnes qui m'entourent. Donc ça, c'est très important. L'autre façon d'appréhender le stress, c'est l'inconnu. Donc l'être humain, en fait, on est tous très très sensibles à ça. Donc on a peur de quelque chose d'inconnu. Donc on essaye toujours d'éviter d'improviser et d'avoir des variables, des facteurs inconnus qui arrivent à nous. Alors évidemment, c'est impossible de tout contrôler. On n'arrive jamais à tout contrôler. Il y a une petite part comment dire, je vais pas dire d'improvisation, mais de créativité par rapport à quelque chose de nouveau qui peut apparaître. Mais bon, les grands problèmes, les grands risques, ils sont tout à fait maîtrisés et sous contrôle. Donc l'autre manière de résoudre ce problème, ben, c'est la répétition. Donc répéter quelque chose jusqu'à ce que ça devienne naturel. En fait, lorsque je plonge, que j'effectue une performance comme celle que vous venez de voir, toutes les actions, toutes les tâches que je dois effectuer durant la plongée, elles sont faites de manière pratiquement automatique, sous autopilote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, ça veut dire qu'à aucun moment je réfléchis ou je pense à ce que je dois faire. Et les actions ou les tâches à réaliser sont nombreuses. Donc, par exemple, au début, je vous donne juste un exemple, il y en a tellement, je ne peux pas énumérer ici. Au début, eh ben, on a une certaine manière comment dire, de compenser déjà, de compenser les oreilles, d'équilibrer donc les pressions au niveau des oreilles. C'est en fait le problème le plus difficile ici dans le poids variable, car comme vous l'avez vu, la descente, elle se fait très très rapidement. La descente, elle se fait à une vitesse de 2,5 mètres par seconde. C'est pour ça que j'arrive au fond en en 1 minute 10 à peu près. Donc c'est une vitesse assez extrême sous l'eau, hein, on n'est pas dans l'air. Et la première difficulté en fait à niveau physiologique, c'est les oreilles en fait, les tympans. Donc compenser les tympans le suffisamment rapidement pour ne pas souffrir de problèmes de compensation. Donc on a des techniques pour cela. Donc on doit remplir la bouche d'air à un certain moment. On doit emmener l'air des poumons vers la bouche. Donc c'est pour ça que je mets la tête en fait vers le haut et je gonfle les joues. Et en fait, c'est cet air qui va me permettre de compenser au fond, parce que les poumons ils sont tellement comprimés, ils se compriment sous l'effet de la loi de Boyle en physique, que on ne peut plus utiliser cet air. Donc lorsqu'on est à une grande profondeur, les poumons sont complètement écrasés. En fait, à 16 atmosphères, c'est-à-dire à la pression à laquelle je me trouve à 150 mètres, eh ben les poumons ils vont être comprimés, ils vont être réduits à 1/16e de leur volume initial. D'accord. Donc si le volume initial était de 6 litres par exemple, eh ben, il va être à la fin, il va se réduire à beaucoup moins d'1 litre, beaucoup moins de 0,5 litres en fait. Donc en fait, ça implique donc une très très bonne gestion de la compensation et de tous ces équilibres. Donc j'effectue ce remplissage de la bouche pour pouvoir utiliser cet air jusqu'à une profondeur de 35 mètres. Au-delà de 35 mètres, il n'est plus possible d'extraire l'air des poumons vers la bouche, à cause de la loi de Boyle que je viens d'évoquer. Donc, il faut être extrêmement précis. Donc, j'ai des alarmes. En fait, on les voit pas sur la vidéo, mais j'ai une montre située en dessous de ma capuche, de ma combinaison plongée, qui a des alarmes à chaque profondeur, donc à 35 mètres, et ensuite au fond pour pouvoir me préparer. Donc, ça m'oblige à réaliser toutes ces actions. Donc, la compensation, faire attention au changement, ce que je disais, le remplissage de la bouche. Au fond, il faut une alarme qui sonne à 10 mètres avant l'arrivée au poids, au bout des 150 mètres, pour que je puisse me préparer à la remontée. Donc toutes ces actions se font de manière complètement automatique. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau conscient, on va dire, le côté conscient de notre cerveau, n'est pas aussi efficace que l'inconscient. D'accord. Donc, en fait, le cerveau conscient, en fait, c'est ce qui nous permet de réaliser des raisonnements, des calculs, toutes les pensées en fait logiques qui se passent dans notre tête. Et ça, en fait, paradoxalement, on n'en a pas besoin et ça n'est même pas assez efficace. Alors que notre côté inconscient, donc notre cerveau inconscient, c'est lui qui prend les décisions de manière rapide, automatique et efficace.
Donc, un exemple, quand vous conduisez votre voiture et qu'il y a un chien qui traverse, eh bien, vous ne réfléchissez pas, vous freinez directement. Donc, c'est une action complètement inconsciente de votre part. Et l'objectif, c'est, lorsqu'on réalise une tâche aussi profonde, aussi compliquée, aussi risquée, comme l'est une plongée à 150 mètres, eh ben, toutes ces tâches, toutes ces actions doivent être prises, faites de manière complètement automatique. Donc, comment on réalise ça? Il y a plusieurs entraînements mentaux qu'on travaille bien avant la plongée, dans les semaines précédentes. L'une d'entre elles est la visualisation. Donc la visualisation, c'est de projeter son cerveau, de visualiser la tâche, dans ce cas la plongée avec ses différentes actions et en fait visualiser et repenser chaque détail de cette tâche jusqu'à ce que ça devienne automatique et imprimer ces tâches dans l'inconscient. Donc on réalise une méditation profonde, ça peut être même couché sur le lit ou sur le sofa, avec le plus de calme possible. Donc on se relâche complètement, on se détend et on projette le cerveau vers cette date précise, vers ce moment précis pour pouvoir répéter et automatiser ces tâches. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment important. Et on peut aussi automatiser et visualiser les tâches imprévues. Donc, par exemple, si j'ai un accident, au cas où je ne peux pas compenser, par exemple, si jamais il y a un problème un jour où je suis un peu plus, j'ai un petit rhume ou j'arrive pas à compenser correctement les oreilles, ben, il faut s'arrêter immédiatement. Sinon, je risque de exploser mes tympans complètement. Et ça peut être très douloureux et très embêtant. Même si les tympans se régénèrent assez rapidement, ça va quand même me laisser hors de l'eau pendant plusieurs semaines et donc je pourrai plus respecter mes échéances avec le record. Donc il faut à tout prix l'éviter. Donc c'est pour cela que sur le côté droit de la gueuse, j'ai un petit bouton en fait juste à côté du drapeau tunisien sur lequel je peux appuyer en cas de pépin et si jamais j'ai le moindre problème, eh ben, ce bouton il stoppera la gueuse. Et là, à l'aide d'un ballon, je pourrais remonter la surface automatiquement. Donc, même ce genre d'imprévu, même ce genre de problème, il faut essayer de visualiser pour que ça devienne automatique. Parce que si le jour où ça arrive et il y a ce problème qui se présente, on n'y est pas habitué, et ben, ce qui peut arriver, c'est qu'on cède à la panique. Et la panique, c'est l'ennemi numéro un de l'apnéiste. On ne peut jamais céder à la panique. La panique, ça va consommer tout l'oxygène en bas. Ça va nous faire des choses incohérentes et complètement inutiles. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Et là, effectivement, on joue avec, on est en danger. Donc, on évite complètement la panique en répétant ce genre déjà en visualisant et en répétant ce genre de tâches. Donc, premièrement, en fait, notre esprit fonctionne souvent, l'être humain, par rapport à une notion et un besoin de sécurité. Donc, on a tous besoin de sécurité sur différents plans. Et en fait, ça fait partie de nos gènes et de notre instinct de survie. On est toujours en train de lutter contre des facteurs externes, contre des agressions, contre des choses qui nous agressent au quotidien. Donc, en fait, ça fait partie de notre histoire. Il y a des millions d'années, lorsqu'on se défendait de certains prédateurs, et on a toujours cet instinct de survie. Donc, ce qui nous motive le plus, en fait, nous autres êtres humains, puis notre cerveau, c'est l'instinct de survie. Donc, tout ce qui est considéré comme ou perçu comme quelque chose de peu sûr, en fait, qui n'est pas sûr, eh ben, ça va être perçu comme un stress et on va avoir tendance à le refuser et à ne pas l'accepter. Donc, descendre à 150 mètres, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas qui n'est pas considéré comme étant quelque chose de sûr par notre cerveau à premier abord. Mais en faisant tout ce travail de visualisation et de persuasion et de compréhension qu'il s'agit d'une chose qui a été faite plusieurs fois et qu'il n'y a aucun risque en fait, eh ben on va pouvoir convaincre le cerveau et nous-mêmes qu'il s'agit d'une tâche sûre et on va donc enlever et éliminer le côté insécurité. Et ensuite la répétition. Donc la répétition, c'est aussi l'autre facteur pour pouvoir imprimer cette notion et pour pouvoir convaincre notre cerveau, et ben on doit répéter cette tâche en entraînement plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne naturel.
Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait cette profondeur. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Donc, durant les 4 mois avant le record, j'ai répété toutes ces profondeurs jusqu'en arrivant graduellement à 150 mètres. Alors, là, il y a un autre facteur qui entre en jeu. Il y a autre chose. Donc, pour ce genre de record, on doit annoncer, on doit faire l'annonce, on doit annoncer officiellement la chose pour que les juges AIDA, les juges de l'organisme officiel qui s'appelle AIDA, soient présents sur la scène et puissent reconnaître, donc valider le record. Sinon, ça ne vaut pas. Même si on fait un entraînement, ça ne vaut rien. Donc, ça doit être fait au moins 2 mois à l'avance. On doit annoncer cette performance. Et lors d'un record du monde, en fait, rien que le fait d'annoncer un record du monde, eh ben, c'est un facteur de stress énorme parce que c'est simplement quelque chose qu'aucun être humain a fait. Donc, le fait d'aller à une distance ou à un endroit où personne n'est allé, en fait, avant, et ben, ça génère automatiquement un stress énorme, voire même une peur ou une appréhension ou beaucoup d'autres choses négatives. Donc, comment on fait pour gérer ça? Et en fait, l'une des premières choses à faire, c'est d'éviter de penser à la tâche finale ou au futur ou aux conséquences et au résultat final. Donc, par exemple, ça fait partie de notre nature comme être humain. On a souvent tendance, et on a tout le temps tendance, tous les jours, à projeter notre esprit, à imaginer ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer, que ce soit négatif ou positif. Donc, on a toujours tendance à imaginer l'issue du projet ou de la tâche qu'on est en train de réaliser. Donc, si on travaille sur un record du monde ou si on travaille sur un projet de vente ou je sais pas, ça peut être applicable à n'importe quoi en fait. Notre esprit va avoir tendance à s'évader et à créer une multitude et une infinité de scénarios possibles. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais je descends à telle profondeur et si jamais j'ai un accident, comment est-ce que ça va être perçu par le monde, par les gens, par ma famille, par les amis, par la fédération. Si ça marche, pareil aussi, je vais avoir tendance à projeter mon esprit vers une situation où j'aurai du succès, je vais être reconnu comme étant champion du monde, qu'est-ce que ça va apporter comme sponsoring, ou etc., etc. Donc il y a une multitude et une infinité de scénarios possibles, et notre esprit va continuellement être occupé par ces scénarios et par ces possibilités. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça ne génère premièrement, ça n'apporte rien, absolument rien de positif, rien de bon. Évidemment, il faut avoir une gestion et une projection, enfin une gestion de projet et avoir une idée claire de la trajectoire des entraînements dans ce cas-là, par exemple, que je vais réaliser, tout un programme. Ça, c'est normal, évidemment, il faut le faire. Mais au quotidien, on va toujours essayer de se concentrer sur la tâche présente et éviter de réaliser ces projections et tous ces scénarios, tout cet imaginaire en fait qui n'apporte rien et qui fait qu'encombrer notre cerveau et nous stresser encore plus. Voilà, donc c'est quelque chose qui est facile à dire mais pas facile à faire. Donc par exemple, moi le jour avant le jour J, donc avant le jour du record, j'avais 5 jours de repos obligatoires, donc dans lesquels je pouvais rien faire du tout. Je pouvais pas m'entraîner à autre chose, je pouvais juste rester à la maison et manger correctement. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, dormir correctement, etc. Parce que le corps en fait subit des dégâts, on va le dire, lors de plongées profondes, et le stress métabolique qui est provoqué par la pression, par toutes ces choses qui se passent à 150 mètres, à 140, etc. Et ben ça va stresser le corps et physiquement, physiologiquement. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on prend tous ces jours de repos, pardon, avant et après chaque plongée. Donc durant ces 5 jours avant le record, le plus difficile en fait, c'était de rester sans rien faire et d'avoir la tête en fait tranquille, en fait le cerveau, le mental zen, et essayer de ne pas succomber au stress et au nerf en fait, parce que c'est obligé, c'est normal, on va toujours avoir tendance à imaginer et à se projeter. Donc
la seule solution, c'est d'essayer de reporter sa concentration, ses pensées sur la tâche que l'on réalise au moment actuel. Ça peut être quelque chose de tout simple, hein. Ça peut être juste cuisiner ou laver la vaisselle ou n'importe quoi, ou lire, mais essayer de ne pas trop voilà, se projeter à futur. Et lors de la plongée, ben, ça se passe exactement pareil, encore plus. Donc, lorsque je plonge, lorsque je descends, lorsque je réalise toutes ces tâches, eh ben, je vais essayer de transformer, de changer ma concentration et me concentrer sur les tâches actuelles que je réalise actuellement. Donc, simplement être présent à l'instant précis et au moment précis aussi, pour éviter donc ce genre de pensée stressante. Ça aide aussi pour contrôler ce qu'on appelle la narcose, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la narcose, c'est quelque chose qu'on doit éviter absolument et qui a un grand facteur mental, évidemment. Donc j'ai remarqué que si j'arrivais à me concentrer un peu plus, si j'arrivais à être au moment présent, à l'instant présent, j'arrivais beaucoup mieux, pardon, à gérer cet effet narcotique de l'azote que j'ai dans les poumons. Donc voilà, donc c'est les choses à prendre en compte lorsqu'on prépare un record du monde. C'est quelque chose c'est aussi un parcours et un processus dans lequel il y a beaucoup d'obstacles, évidemment, de tout type. Donc, je vais pas les énumérer ici, mais on a tout type, j'ai eu tout type de problèmes et d'échecs et de difficultés. Pour se motiver, ça peut être difficile parfois. Ça peut être difficile parce qu'on peut avoir plusieurs fois des échecs qui vont nous remettre en doute et on va remettre en cause donc toute la préparation, toutes les choses, tous les sacrifices que l'on a fait. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Bon, je vais pas énumérer ici tous les problèmes, ce serait trop long. Mais en fait, il faut essayer de se motiver. Je pense que la meilleure façon, c'est d'essayer de ne pas trop donner d'importance au résultat final. Donc, je le répète. Donc, dans ce cas-là, les 150 mètres, c'est un numéro que j'avais en tête, évidemment, depuis assez longtemps. Mais au-delà des 150 mètres, au-delà du record du monde, au-delà de toutes les choses positives que je peux obtenir avec un record du monde, mon objectif principal et ma motivation principale, c'était l'entraînement lui-même, les choses que je découvre sur moi-même. C'est un sport très passionnant, c'est un sport incroyable qui m'a permis de me transformer, d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, que ce soit au niveau physique. J'ai complètement dû transformer mon corps, apprendre plein de techniques de préparation physique, de musculation différentes, que ce soit au niveau mental. J'ai dû apprendre. Vous pouvez également mesurer et pratiquer plus précisément plein de la techniques d'entraînement croissance mental différentes, telles du que la programmation neurolinguistique, la méditation profonde, voire même l'hypnose. Donc plein de choses très très intéressantes que j'ai dû apprendre à niveau physiologique aussi. Donc je passe le plus clair de mon temps sur mon ordinateur, en train de lire des articles scientifiques et médicaux pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau du corps, parce que j'emmène mon corps à des profondeurs auxquelles aucun être humain n'est allé. Donc j'essaye de voir s'il y a des recherches scientifiques qui ont été faites, même si la plupart du temps, on est plutôt des pionniers et la science parfois se trompe. Donc, enfin, bref, en fait, l'idée, c'est que ma motivation principale, eh ben, c'est mon activité. C'est ce que je fais tous les jours, au jour le jour. Ce que je construis, ce que j'apprends. Je sais que ça va me servir aussi plus tard, même si l'objectif final, dans ce cas-là, les 150 mètres, ne sont pas atteints. Donc, je savais dès le début que il pouvait y avoir une issue positive ou une issue négative. Je pouvais soit le faire, soit ne pas le faire. Évidemment, je voulais le faire. Mais la possibilité de l'échec est toujours présente. Et ça, il faut l'accepter. En fait, c'est un kit. On accepte le kit. D'accord? Avec plein d'échecs possibles, avec un succès possible. Mais il faut pas oublier que les échecs font partie du processus. Et ça, c'est très important pour ne pas avoir de coups durs lorsque ça arrive, pour ne pas déprimer, parce que ça va arriver, ça c'est sûr. On va toujours avoir des obstacles, des échecs et des difficultés, ça
c'est inévitable. Et si on n'arrive pas à les gérer, si on n'arrive pas à le prendre de manière positive, et ben c'est la fin, simplement. Donc voilà, c'est un peu je pense les méthodes ou les choses que j'ai suivies un petit peu lors de cette préparation. J'espère que ça va vous être utile. Je pense que c'est des choses, des méthodes qui peuvent être appliquées à beaucoup d'autres choses dans la vie, pas seulement l'apnée ou un sport. Il faut juste savoir un petit peu adapter et modifier pour chaque thème. Mais je suis sûr que ça peut aider énormément. Si ça m'a aidé, si ça m'a permis d'arriver à décrocher ce record du monde, ben, je pense que toute personne peut y arriver aussi. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre patience, et merci pour l'invitation. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes, et à très bientôt.